Bonjour, je vais donc reprendre la suite de ce chapitre se rapportant aux besoins nutritionnels. Et là, on est arrivé donc à l'étude des besoins non énergétiques. Donc, quand on parle des besoins non énergétiques, il s'agit donc là de l'eau, des sels minéraux et des vitamines. Alors, on va commencer par les besoins, par définir ces besoins non énergétiques. Donc, les nutriments non énergétiques n'apportent pas d'énergie, mais ils doivent être apportés à l'organisme car celui-ci ne sait pas les fabriquer pour leur majorité. L'eau constitue donc 60 à 70% du poids corporel. Il est indispensable de boire de l'eau en quantité suffisante. Il faut un minimum d'1 litre minimum par jour. Il fait partie donc des besoins non énergétiques. Il y a les vitamines. Il y a donc 13 vitamines classées en deux catégories. On va en parler. Il y a les vitamines liposolubles, c'est-à-dire solubles dans les graisses ou dans les parties grasses des aliments, telles que la vitamine A, vitamine T, E et K. Il y a l'autre catégorie des vitamines qui sont donc les vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire solubles dans l'eau, telles que la vitamine C, B1, B2, B3, B6, B9, B12 et la vitamine PP. Chaque type de vitamine a bien sûr une fonction bien définie et essentielle. Il y a à côté donc de l'eau des vitamines, il y a les sels minéraux et les oligo-éléments qui sont indispensables. Alors parmi donc ces minéraux et oligo-éléments, il y a donc le calcium, le phosphore, le fer, le magnésium, le potassium, fluor, le zinc et le sélénium. Ils sont donc présents en quantité variable dans les aliments et une alimentation suffisamment variée et équilibrée couvre donc en général nos besoins en sels minéraux et en oligo-éléments. Avec cela, il y a donc les fibres alimentaires dont on a déjà parlé. C'est la fraction non digestible donc de l'alimentation et qui sont indispensables à la simulation du transit intestinal et facilitent l'élimination de certains éléments indésirables comme le cholestérol. Donc ils ont un rôle très important à jouer principalement dans la digestion et le contrôle des concentrations en cholestérol, de la cholestérolémie. Concernant les besoins en eau, on parle donc l'eau est une source de vie. Donc c'est pas dit pour rien. Donc l'eau est donc le constituant le plus abondant du corps humain. On a vu donc qu'il occupe plus de 60% du poids corporel. Il est le solvant donc dans lequel toutes les constitutions nécessaires à la vie sont dissous et circulent dans l'organisme. Notre corps se compose donc de plus de 60% d'eau. Et chaque jour, le simple fait de respirer, de transpirer, d'uriner ou de digérer nous fait perdre de 1,5 à 2,5 litres d'eau. Alors ces pertes doivent donc impérativement être comblées, surtout chez le sportif pour lequel les besoins liés à l'activité peuvent donc être triplés par rapport à 1 litre ou 2 litres et demi. Alors donc si on parle donc des sorties, les pertes se font donc sous forme d'urine ou d'eau dans les fesses ou des pertes insensibles dans l'air expiré ou par la transpiration. Le volume total donc de ces pertes peut aller donc de 2 litres 300, il peut aller jusqu'à 2 litres 500 ou même plus lorsqu'on fait une activité sportive ou lorsqu'on est dans une ambiance chaude. Alors cette eau perdue elle est donc compensée par les entrées sous forme de boisson. Généralement, il y a une prise de boisson de 1 à 1,5 litres par jour. De l'eau métabolique, c'est l'eau qui est donc synthétisée dans notre organisme. Vous savez très bien que la dégradation de glucose par la chaîne respiratoire, c'est fini par donc, donner donc, le CO2 et l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle l'eau métabolique qui est synthétisée à partir du métabolisme des aliments. Donc la dégradation des aliments ou l'oxydation des aliments ou la combustion des aliments finit par donc donner comme sorte de déchets le CO2 et l'eau. L'eau, il y a également l'eau des aliments qui est apportée par les aliments comme les riches en eau. Il y a les pastèques, les oranges, les fruits, plein de. Donc ceci fait un total, et là aussi, qui équilibre les pertes.
qui peut aller à 2,3 litres à 2,5 litres. Donc vous avez donc là un résumé des entrées et des sorties en millilitres pendant 24 heures. Alors chez un adulte normal de 70 kg, l'eau représente donc environ 60% du poids corporel, soit donc 42 litres qui se répartissent entre le liquide extracellulaire, donc environ donc 20% du poids corporel, c'est l'équivalent donc de 14 litres qui se trouve dans le liquide extracellulaire qui correspond donc au milieu intérieur, donc il est réparti entre le plasma et le liquide interstitiel, et puis le liquide intracellulaire, et là on trouve environ 40% du poids corporel, soit donc l'équivalent de 22 litres environ, donc c'est le double, le double en quantité par rapport à ce qui se trouve dans le milieu intérieur. Alors sur les 42 litres d'eau totale, plus de 2 litres d'eau sont renouvelés chaque jour. Donc les liquides ingérés comme boisson et l'eau contenue dans les aliments compensent donc les sorties d'eau dans l'urine, les selles et par transpiration et par la vapeur perdue dans l'air expiré. Donc vous avez un site que je conseille de consulter donc pour que résume un petit peu donc les besoins en eau et les fonctions assurées par l'eau. Vous pouvez donc le consulter pour plus d'informations. Alors le rôle de l'eau, donc il a plusieurs fonctions l'eau. Les principales sont donc il intervient dans la fonction de thermorégulation. Il permet de maintenir la température du corps autour de 37 degrés, qu'il fasse donc moins 40 degrés ou plus 30 degrés. Donc l'eau, il contribue au maintien de la température à 37 degrés. Malgré donc ces différences de température qui peuvent aller jusqu'à moins 40 ou des fois même plus 40, 45 dehors. C'est un peu comme donc le liquide de refroidissement qui parcourt donc le radiateur de votre voiture afin d'éviter la surchauffe. Le corps dissipe donc la chaleur du corps vers l'extérieur grâce à la sudation. C'est donc la transpiration. Il joue également un rôle cardio-circulatoire et de transport. Donc l'eau circulant dans le système cardiovasculaire, il joue l'intermédiaire de transport de certaines substances. Donc une mauvaise hydratation influe donc sur la fréquence cardiaque. On va assister à une augmentation de la fréquence cardiaque parce qu'il y a une chute d'eau qui va conduire à une diminution de la pression artérielle et donc par conséquent les mécanismes de guérison vont conduire à une augmentation de la fréquence cardiaque pour compenser donc et rétablir la pression à sa valeur normale, surtout donc à l'effort. Alors l'eau participe à l'équilibre des échanges de nutriments et des électrolytes intra-extracellulaires. Donc il intervient donc l'homéostasie. Ça donc on a vu un petit peu en détail l'année dernière en étudiant donc le milieu intérieur. Donc nous avons vu donc comment les échanges d'eau d'un compartiment à l'autre contribuent donc au maintien de la constance du milieu intérieur. Donc, il intervient également comme fonction de drainage et d'élimination. Donc, il débarrasse le corps des métabolites et des toxines accumulées par des excès, des excès de tout ordre. Donc, les excès, par exemple, les déchets suite aux contractions musculaires, donc les déchets lactate, pyruvate, l'alaline et le CO2. Donc, l'organisme s'en débarrasse parce qu'ils sont véhiculés, ils sont drainés par l'eau. Soit vers les reins pour être éliminés, soit vers les poumons pour être éliminés sous forme de CO2. Donc tout ça, c'est des sortes de déchets. Ou des déchets alimentaires, des toxines. Il permet donc de refroidir, de nous refroidir quand il y a une frère, quand on a de la fièvre. Et il permet donc également de participer dans les voyages statiques et les nervosités et le stress. Donc ça permet de calmer donc, nos nerfs et le stress aussi. Alors le besoin en eau. Alors un homme sans apport d'eau meurt entre 3 à 4 jours. Donc comment on peut expliquer ça? Donc on peut expliquer ça juste par la déshydratation. Donc quand par exemple le volume du milieu intérieur diminue, la pression osmotique du milieu intérieur va augmenter et l'eau donc va passer du liquide intracellulaire vers le liquide
pour équilibrer donc, les pressions de part et d'autre. Donc il va passer vers le liquide extracellulaire. Et donc ceci va conduire à une déshydratation des cellules qui vont finir par... le résultat, ça va être donc le coma, les malaises, les vomissements et la mort. L'organisme donc est composé en moyenne de 60% d'eau et la plupart des réactions chimiques dont il est le siège se déroulent en présence d'eau. La dépense hydrique journalière est de l'ordre de 2,5 litres, rejetée essentiellement dans les urines et la sueur et les fesses. Ce sont des choses qui se répètent, mais ça va vous permettre donc de les retenir et de les apprendre. Les besoins en eau d'un individu peuvent être définis à partir de la quantité d'eau nécessaire pour maintenir l'homéostasie des liquides intra- et extracellulaires de l'organisme. Et l'évaluation des besoins doit tenir compte des conditions dans lesquelles vit le sujet, de son activité physique et de son âge et de son sexe. Donc les besoins en eau vont dépendre aussi bien de l'activité physique que de l'âge, que du sexe et aussi de l'ambiance dans laquelle on se trouve. Donc en fonction de l'âge par exemple, selon l'âge, la teneur en eau représente 75% du poids du corps à la naissance, donc chez le nouveau-né. Mais elle est d'environ 60% à l'âge adulte. Mais il y a également une différence entre les sexes. Il est de 51% chez la femme et de 61% chez l'homme. Alors les besoins en eau d'une nourrisson sont donc proportionnellement 2 à 3 fois plus élevés que ceux de l'adulte. Donc une nourrisson a besoin plus d'eau par rapport à l'adulte. Et ceci peut donc s'expliquer physiologiquement. Alors la capacité de régulation de sa capacité hydrique, donc il a une grande capacité de régulation grâce bien sûr au système neuroendocrinien et à la fonction rénale. Donc la quantité d'eau dont nous avons besoin au quotidien dépend donc des fonctions de l'eau et des mécanismes de régulation de l'équilibre hydrique journalier. Alors l'eau exerce de nombreuses fonctions dans le corps. C'est un élément constitutif des cellules et du liquide extracellulaire. C'est un solvant du milieu de réaction chimique réactif de transporteur de nutriments et de produits de dégradation. Il joue également un rôle dans de thermorégulation et il joue un rôle très important dans le lubrifiant et d'absorbeur de choc. Donc il lubrifie donc les aliments, lui permettant de glisser à travers l'œsophage et donc les mélanger donc, avec la salive. La salive, c'est en grande proportion, c'est de l'eau, mais qui contient donc des enzymes et tout. Donc la lubrification de ces aliments ou du bol alimentaire conduit donc à une bonne digestion. Donc il joue un rôle de lubrifiant. La régulation de l'équilibre hydrique est donc très précise puisqu'une perte de 1% de l'eau corporelle est habituellement compensée en 24 heures. Et cette perte de 1% peut avoir des conséquences sur le rendement de l'activité musculaire. Donc, une diminution par exemple de 2% de l'eau peut conduire à une baisse qui peut aller jusqu'à 40% de la capacité physique d'une personne ou d'un athlète. Donc, cette perte de 1% de l'eau corporelle est habituellement compensée en 24 heures. Donc, la prise d'eau ainsi que les pertes d'eau sont contrôlées pour atteindre et maintenir la balance hydrique grâce à la fonction rénale contrôlée, donc il y a une erreur, par les activités du système neuro-endocrinien et du système endocrinien. Quand je dis système endocrinien, c'est grâce donc à l'hormone, l'ADH, l'hormone antidiurétique, mais il y a aussi une deuxième hormone récente qui est diurétique appelée la pédine, qui est également libérée au niveau du noyau supraoptique et du noyau paraventriculaire. Madame Goul vous en a certainement parlé. Et puis du système endocrinien, et là il s'agit principalement d'aldostérone qui est donc libéré par la surrénale. Donc ces deux hormones, il y a une qui intervient dans la réabsorption de l'eau et l'autre dans l'aldostérone qui intervient dans la réabsorption de sodium, qui dit réabsorption de sodium dit en parallèle, en même temps réabsorption de l'eau avec. Alors, des adultes en bonne santé régulent donc leur balance hydrique avec précision. Mais les jeunes enfants et les personnes âgées sont davantage exposés au risque de déshydratation. Tout simplement pourquoi? Parce que il manque de sensation de la soif. Donc ce qui va déclencher donc les mécanismes de régulation de notre équilibre hydrique, ce sont donc le déclenchement de la soif. Quand on est déshydraté,
la bouche elle est sèche, la pression osmotique augmente, le volume diminue, et ceci va donc déclencher des mécanismes de régulation qui vont conduire à la rétention de l'eau et l'élimination du urine concentré, donc pour corriger sa teneur en eau. Alors l'état physiologique, par exemple, les boissons sont, par exemple, les besoins sont augmentés pendant donc, la grossesse et l'allaitement, du fait de sorties physiologiquement plus importantes. Donc au cours de l'allaitement, il y a également les individus pour adapter donc, leurs besoins en fonction des pertes plus importantes au moment pendant la grossesse ou bien au cours de l'allaitement. L'allaitement parce qu'il y a beaucoup d'eau qui va donc être orientée dans la synthèse du lait. Au dépend donc de l'eau circulante. Donc l'activité physique aussi, ou l'inactivité physique qui induit une perte d'eau très variable selon sa durée, son intensité et l'ambiance dans laquelle elle se déroule. Température, et l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité de l'air. Il y a donc une adaptation de l'individu à cette activité et à cette ambiance. Il y a également une adaptation à la charge osmolaire rénale potentielle des aliments ingérés, à laquelle contribuent donc les protéines et les ions minéraux, principalement le sodium. Donc en fonction donc de ce qu'on mange et des apports en nutriments riches en produits osmotiquement actifs, donc nos besoins vont donc augmenter pour donc rétablir la concentration osmotique. Donc une certaine partie de cette charge osmotique peut d'ailleurs être apportée en partie aussi par les boissons absorbées. Donc les boissons qu'on absorbe, des fois, ils sont plus ou moins riches en produits osmotiquement actifs qui vont donc conduire à une augmentation de la pression osmotique ou une diminution de la pression osmotique, et ceci va donc déclencher des mécanismes de régulation pour rétablir donc le volume, notre volume en eau. Il y a également une adaptation à la nature, en fonction de la nature des aliments ingérés, sans doute dans une plus faible mesure, à travers donc les différences métaboliques conduisant à des différences de production d'eau endogène. Donc si vous mangez par exemple des aliments secs ou des aliments riches en eau, donc vos apports métaboliques vont différer. Et donc là aussi, en fonction des apports dus au métabolisme interne, donc il va y avoir une compensation de prise exogène donc d'eau. Donc vous voyez, et donc il y a une adaptation très importante donc, de notre organisme pour maintenir sa volémie constante. Alors je passe donc à la partie des apports en vitamines. Donc les vitamines sont donc des substances organiques présentes dans les aliments à dose infime et nécessaires au métabolisme. Ils sont donc indispensables au bon développement et au fonctionnement normal de l'organisme qui ne peut les synthétiser en quantité suffisante. Alors ces molécules n'ont pas de valeur énergétique, ils doivent être absorbées quotidiennement à faible dose. Alors les vitamines jouent un rôle primordial dans l'organisme, ils interviennent dans de nombreuses réactions biochimiques et biologiques, ils aident à lutter contre les infections en renforçant l'organisme, ils interviennent dans la maturation des cellules, de certaines cellules et certains tissus, ils permettent aussi la réparation des tissus abîmés, ils préviennent le vieillissement prématuré et l'apparition de certaines maladies, et participent au métabolisme de nombreux nutriments et micronutriments. Étant donc des précurseurs de molécules à fonction enzymatique, les vitamines sont donc des micronutriments indispensables au métabolisme cellulaire. Ils interviennent dans des oxydoréductions du métabolisme énergétique, tels que, on peut citer là, la vitamine B1, B2 et B3. Ils interviennent dans le métabolisme non énergétique. Vous avez là la vitamine C et la vitamine E. Intervient également dans le métabolisme intermédiaire carboné, principalement la vitamine K, le métabolisme carboné des nucléotides, vitamine B12, le métabolisme azoté et protéique, vous avez la vitamine A et B6, et il intervient également dans le métabolisme minéral, vous avez donc la vitamine D nutritionnelle. Alors les vitamines sont donc au nombre de 13. Il y a 4 liposolubles qui sont la vitamine A, D, E et K et 9 hydrosolubles,
C, B1, B2, B5, B6, B8, B9, B12 et PP. Alors les vitamines qui montrent le plus de risque de carence, ce sont donc les vitamines A, rétinol, et les vitamines D, calciphore, et la vitamine C, acide ascorbique. Donc la vitamine D, donc, il est principalement essentiel à la fixation du calcium et dans la synthèse des os. Rétinol, donc, il joue un rôle dans la vision. Une alimentation équilibrée évite donc les carences vitaminiques, quel que soit. Donc vous avez donc quelques cas de carence que je vais citer ici. Bien sûr, vous allez voir donc d'autres dans les tableaux que je vais vous donner en annexe. Où la vitamine C, par exemple, il va donner donc comme maladie ce qu'on appelle scorbut. La vitamine B1, maladie Beriberi, vitamine D, le rachitisme. D'où l'intérêt donc d'adopter une alimentation variée et équilibrée afin de couvrir les besoins nutritionnels en vitamines. Ils ont donc une source, ces vitamines qui peuvent avoir donc comme source une source animale et une source végétale. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails des bienfaits des vitamines. Ceci vous avait été traité assez largement par Madame dans les premiers chapitres de ce cours-là, par Madame Naïma Sbeh. Alors vous avez donc à retenir au moins de ce que je viens de vous dire, des exemples de vitamines liposolubles et hydrosolubles, les vitamines A, la vitamine D, vitamine E, avec leurs fonctions et leurs carences, les effets qui peuvent donc dus à leur carence. Donc la vitamine A, elle entre dans la synthèse des pigments rétiniens, je vous en ai parlé, la croissance métabolique. Leur carence peut provoquer un retard de croissement et une baisse de la vision nocturne. Pour la vitamine D, absorption intestinale du calcium qui est indispensable donc à la constitution de l'os, et la carence conduit donc à un rachitisme et à une décalcification. Le problème, c'est que la vitamine D est peut-être apportée par le soleil, et malheureusement, bien qu'on soit dans un pays bien ensoleillé, nos femmes à l'âge adulte, il manque beaucoup de vitamine D. Donc ils ont intérêt à s'exposer au soleil au moins 30 minutes par jour, au lieu donc de procéder à des prises sous forme de médicaments. La vitamine E, il a comme une fonction, c'est un antioxydant, et sa carence provoque donc des troubles métaboliques. La vitamine K, il participe dans la synthèse de facteurs de coagulation, donc l'hémostase. C'est des mécanismes qui sont en activité le long de la journée. Donc, dans toute la journée, il y a des vaisseaux qui éclatent et qui ont besoin d'être obturés par l'hémostase. La carence donc, en cette vitamine provoque donc des troubles de l'hémostase et des hémorragies aussi. Alors, parmi les vitamines hydrosolubles, on peut citer la vitamine B, qui joue un rôle très important dans le métabolisme des glucides et des lipides. Sa carence peut conduire à la maladie de Beriberi, c'est une donc, atteinte nerveuse. Vitamine B2 contribue à la respiration cellulaire. Sa carence provoque des troubles de croissance et des maladies de la peau. La vitamine PP, il a un rôle à jouer dans le métabolisme général et la respiration cellulaire. Ces troubles donc de cette vitamine provoquent donc des troubles cutanés, nerveux et digestifs, et ça a un rôle également à jouer dans le pelage. Donc le pelage, c'est les poils qu'on a au niveau de la peau. Vitamine C, c'est un antioxydant, il joue un rôle également dans les hydroxylations, les réactions d'hydroxylation. Comme la carence de cette vitamine peut conduire donc à scorbut, donc c'est une fatigue, une gingivite et une hémorragie d'un gingivite, donc des maladies de la gencive et des hémorragies. Je pense que voilà, je m'arrête donc à ce niveau-là, en attendant de reprendre la suite qui nous reste et qui va se rapporter donc aux aliments non énergétiques, donc les sels minéraux.